Bonjour à tous, vous êtes sur la séance 31 sur la formation au langage Python. On continue avec le web pour découvrir une nouvelle partie, en tout cas une nouvelle notion qui concerne les cookies. Alors s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait du web dans un autre langage comme PHP ou d'autres également disponibles, vous connaissez certainement le concept, d'accord, de cookies. Mais évidemment, comme je pars du principe toujours que vous partez de rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu d'autres formations avant celle-ci, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Alors c'est très simple, un cookie c'est tout simplement un fichier texte, d'accord, tout bêtement, que votre navigateur va enregistrer qui permet de stocker une information. Donc un cookie va porter un nom, de préférence, on va pouvoir lui mettre une valeur, et il aura éventuellement une date d'expiration, d'accord, parce qu'on n'est pas obligé de garder un cookie indéfiniment, on peut demander à ce qu'il soit détruit au bout d'un certain moment, et d'autres informations intéressantes. Donc voilà à quoi ça sert. Alors ce n'est pas fait, et ce n'est pas prévu en tout cas pour stocker des informations capitales, comme par exemple le pseudonyme et le mot de passe pour se connecter à un site, parce que comme c'est juste un fichier, vous imaginez bien qu'avec les navigateurs, vous allez pouvoir les modifier, et si quelqu'un par exemple venait à modifier un des cookies de votre site par exemple, il pourrait prendre possession du compte de quelqu'un d'autre ou avoir des accès non autorisés. Donc c'est pas fait du tout pour ça, c'est fait pour stocker des informations moins importantes, et ça peut notamment concerner des informations par exemple de préférence utilisateur. Admettons que vous ayez un site multilingue, et bien là on pourra sauvegarder en tant que cookie la langue préférée de l'utilisateur, français, l'anglais, etc. Ça peut également servir par exemple si vous avez un site avec plusieurs thèmes, pour pouvoir sauvegarder le thème préféré, ou ça peut être par exemple pour éviter à la personne de devoir se reconnecter, c'est-à-dire de lui mettre comme une espèce de jeton pour dire que la personne par exemple était déjà connectée, qu'on se souvienne en fait de sa connexion, pour le reconnecter automatiquement et pas qu'il ait besoin à chaque fois de se reconnecter tout le temps au site. Donc voilà des utilisations assez intéressantes au niveau des cookies, et évidemment je vais vous montrer comment on gère tout ça en Python. Alors ce qu'il faut savoir au niveau de HTTP, et j'en avais parlé rapidement mais sans entrer trop dans les détails puisqu'on allait de toute façon revenir dessus, c'est qu'on va fonctionner à partir d'entêtes, ce qu'on appelle les headers en anglais. Une première entête que vous avez découvert, c'est l'entête content type, d'accord, qui permet tout simplement de choisir le type de fichier que nous avons, donc en l'occurrence ici, texte HTML. Si on voulait juste un format textuel, on mettrait ceci, texte plain, d'accord. Donc nous, on voulait un document HTML, et on lui a précisé un encodage. La syntaxe, comment elle fonctionne? Eh bien nous avons le nom de l'entête, nous avons des deux points, ensuite vous voyez qu'ils mettent toujours un espace, ils vous mettent un ensemble de valeurs, comme ça, de choses. Alors des fois ça peut être un nom égale une valeur, un nom égale une valeur, ou alors c'est directement une valeur. Et on les sépare par des points-virgules et un espace, d'accord? Donc ça c'est le format typique des entêtes pour HTTP. Justement, pour les cookies, nous allons utiliser une entête également. Il y a une entête précise pour les cookies. Alors si on veut le faire à la dure, c'est-à-dire de faire comme on a fait ici pour HTML, on pourrait tout simplement taper une chaîne de caractères, d'accord, qui va créer un cookie. Donc le format de la chaîne de caractères pour les cookies, je vais vous le montrer, c'est tout simplement celui-ci. C'est 7 cookies, d'accord, 2 points, espace. En général, je vous ai dit, on donne un nom au cookie. Donc par exemple, ça peut être, alors attention, le nom est très recherché, mon cookie. Donc ça c'est le nom, égale une valeur. Je vais mettre par exemple mon prénom. D'ailleurs, on va pas mettre mon cookie, on va mettre username, d'accord. Alors je sais qu'on ne devrait pas faire ça normalement, mais bon, peu importe. Ou alors, préf langue, voilà. La langue préférée pour votre site par exemple. Et on met FR, admettons, d'accord. Voilà. Et ensuite, on peut éventuellement mettre d'autres choses. Donc on peut mettre un point virgule, un espace et avoir d'autres informations. Au niveau des cookies, on a plusieurs informations utiles. On a expires, qui est la date d'expiration du cookie, donc on en reparlera parce qu'on va l'utiliser. Pass, c'est tout simplement le lien en fait où nous allons pouvoir l'utiliser, d'accord, enfin lequel on va pouvoir en fait travailler avec le cookie. Nous on n'aura pas forcément besoin, je pense pas que ce soit utile de s'en servir. Common, c'est pour, comme vous l'avez deviné, faire des commentaires sur le cookie, pareil, on va passer. Domain, c'est par rapport à votre domaine de site, d'accord, donc soit c'est la racine du site, soit c'est un sous-domaine ou autre, donc ça peut servir à ce niveau-là. Nous on s'en servira pas. Max age, attention, ce n'est pas compatible avec tous les navigateurs, je crois que même Internet Explorer ne fonctionne pas avec, donc c'est pour choisir normalement l'âge maximum, donc c'est-à-dire la durée en fait pour le cookie, mais vous voyez qu'on a de toute façon une date d'expiration. Donc celui-là, je vais même l'enlever parce que franchement, évitez-le, ne l'utilisez pas. On peut avoir secure, ça peut servir dans le cas où vous voulez que votre cookie fonctionne exclusivement sur une connexion dite HTTPS, donc sécurisée, donc pas de HTTP. Par contre, en mettant secure, et bien évidemment, tout ce qui est connexion HTTP
ne fonctionnera pas. Enfin, en tout cas, le cookie ne fonctionnera pas sur ce type de connexion. Donc, pareil, utilisez-le vraiment quand vous êtes sûr que ça fonctionnera pour tout le monde. Ensuite, on a version, donc ça c'est pour la version du cookie, genre on peut mettre 1.0, 2.0, etc. Et on a, ça c'est un argument très important, HTTP only. C'est tout simplement pour empêcher que le cookie soit exploitable depuis JavaScript, tout simplement. Pour éviter par exemple qu'avec du code JavaScript, on puisse récupérer un cookie, la valeur modifiée ou ce genre de choses. Donc tout simplement pour que ça fonctionne simplement en HTTP, comme le nom l'indique. Alors comment fonctionnent ces arguments? Expire, ça va être un nom égale une valeur, donc ce sera une date, le pass ce sera pareil, ça va être égal avec un chemin, commentaire ça va être égal le commentaire, domaine pareil, secure c'est juste un mot à mettre tout seul, donc par exemple à mettre comme ceci, juste, voilà, d'accord, et HTTP only pareil, d'accord, donc ça va être, alors je crois qu'il n'y a pas besoin de, je sais plus s'il y a besoin de point virgule entre les deux, peu importe, de toute façon secure on va pas l'utiliser. On va mettre juste HTTP only. Donc vous voyez ici c'est pas genre HTTP only égale par exemple true, d'accord, on va pas faire ça, on met juste HTTP only, d'accord, et il le prendra en compte. Donc voilà le format de cette ligne. Alors comment ça pourrait s'utiliser? On pourrait très bien faire ceci, si on voulait faire quelque chose de vraiment très standard. Voilà. On pourrait procéder de cette manière, d'accord, et là il enregistrerait tout simplement l'entête. Donc juste en écrivant tout ça. Nous on va se servir du langage Python pour faire ça un peu plus proprement, d'accord, via un système de dictionnaire, comme le propose Python. Alors la règle à savoir au niveau de l'entête des cookies, c'est qu'elle doit être utilisée, elle doit être en tout cas générée avant tout code HTML. Alors pour ceux qui font du PHP notamment, vous connaissez bien ça, tout ce qui concerne les cookies, notamment les sessions, mais on aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler. Vous savez que si vous mettez, vous générez un cookie ou vous ouvrez une session après que du code HTML ait été chargé, ou après en tout cas que l'entête là a été chargée, même si en PHP on ne la voit pas directement, eh bien ça ne marchera pas, tout simplement. Donc pour Python c'est la même chose, d'où le fait ici de mettre cette partie-là avant. D'ailleurs au début on va le mettre après pour voir le résultat. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Si je le mets après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh bien, on va nous afficher du texte. Alors, on va charger. Il va le gérer comme un simple texte. Voilà, j'ai démarré le serveur. On va actualiser. Et voilà. Et vous voyez que du coup, il affiche, bon, là, ça nous permet de vérifier que c'est bien affiché. Set cookie, preflang égale fr et HTTP only. Donc voilà un peu le format que ça va prendre. Du coup, c'est forcément pas pratique, parce que ça veut dire que ça sous-entend que vous devez connaître par cœur les termes. En plus, là, normalement, HTTP only, je crois qu'il y a une majuscule à H et O. Enfin bref, des fois il y a des choses assez strictes à respecter pour que ce soit valide, donc évidemment on va pas faire comme ça pour les cookies. On l'a fait autant pour HTML parce que s'il n'y avait pas grand chose à mettre, c'était simple à retenir. Par contre pour les cookies on va éviter de procéder comme ça. Donc au lieu de faire ça, on va passer, comme je vous l'ai dit, par un module de Python, donc import http.cookies, avec lequel nous allons travailler. Pour cela, ce module propose différentes classes, et notamment la classe simple cookie qui va nous permettre de créer à ce niveau-là et de les gérer, d'accord, de pouvoir générer et créer un cookie. On y va, on va donc l'appeler, alors myCookie, on va rester sur un terme simple, http.cookies.simpleCookie. Donc c'est un constructeur, d'accord, on lui met pas de valeur directement, on va pas s'embêter à lui rentrer des valeurs ici, on va le faire après. Et là ça va fonctionner comme un dictionnaire, d'accord, vous allez pouvoir lui mettre plusieurs valeurs. Pour gérer le cas, vous savez, le preflang égale fr, ce qu'on avait fait tout à l'heure là en écrivant en texte dur, eh bien vous fonctionnez comme un dictionnaire. Donc je vous renvoie vers le cours sur les dictionnaires si vous n'avez pas compris en Python, parce que ça va évidemment vous servir pour la suite. Donc on met ça, je vais mettre du coup comme tout à l'heure, preflang, d'accord, égale, et là je lui mets la valeur, fr. Voilà. Si je fais ça, donc on va faire on verra pour le print après, c'est comme tout à l'heure. Maintenant si on veut passer alors c'est quoi on a mis? Ah oui, c'est le HTTP only. Donc lui, c'est un cas un peu particulier, comme là on passe par un dictionnaire, pour le coup on est obligé de lui mettre une valeur. Donc on va faire juste http, non, je dis des bêtises. C'est preflang, voilà. Donc on remet le nom, d'accord, du cookie que nous avons, et ensuite on remet ici des crochets pour charger un argument dans preflang, pour ce cookie là en particulier. Donc le fameux HTTP only. Et ça, comme c'est du code Python, effectivement on lui met une valeur booléenne. N'oubliez pas, c'est un T majuscule ou un F majuscule pour false, c'est important. Mais de toute façon, si vous voulez pas mettre HTTP only, ne mettez pas false, hein, vous mettez juste pas cette ligne, c'est tout. Et on pourra éventuellement lui mettre une date d'expiration, que c'est vraiment le minimum. Le minimum c'est d'avoir évidemment un nom, une valeur, une date d'expiration, et de penser à mettre HTTP only, hein, mettez-le tout le temps, c'est quand même beaucoup plus sécurisé. Donc je vais mettre ici, myCookie, preflang, et ça fonctionne pareil. Expires, donc vous voyez c'est les mêmes termes que tout à l'heure, et ici on va pouvoir les mettre une date, d'accord. Alors la date, moi je vais passer par petit ensemble de variables pour faire ça plus proprement, parce qu'elle doit avoir un format particulier, c'est à dire que la date elle va devoir être écrite
Alors je crois que c'est le format genre comme ceci, Saturday, le jour, donc il va y avoir le jour en fait, le mois, d'accord, JJMM, on va avoir l'année, et ensuite on va avoir A par exemple, et puis enfin voilà, on va avoir l'heure, donc l'heure, enfin non c'est pas A pardon, on va avoir l'heure, donc je sais pas, genre ça peut être... voilà, quelque chose comme ça, d'accord? Donc il y a un format assez particulier à respecter, éventuellement même un fuseau horaire, UTC, PDT, GMT, etc. Mais nous on ne le mettra pas. Mais il faut ce format-là précisément. Donc on va justement formater une date pour avoir ce format-là dessus. Et là on va réviser un petit peu ce qu'on a vu sur les dates. Donc vous voyez tout ce qu'on avait vu précédemment, hein, la vidéo sur la gestion des dates, la gestion du temps, tout ça, c'était fait justement pour vous servir après au niveau web et réseau. Donc datetime, on va se servir de lui. Et là comment on va faire? Alors je vais l'appeler... expiration, ouais, ça évitera d'avoir, parce que si je mets expires ici, ça va être peut-être problématique, on va avoir les mêmes noms, et ici on va juste faire datetime, on va utiliser datetime.now, donc ça, hein, si vous le savez pas, bah, vous pouvez soit revoir la vidéo sur les dates, et je sais plus si je l'avais montré exactement ça, si je l'ai pas montré, de toute façon vous pouvez voir dans la doc de Python, ça permet d'avoir la date du jour, d'accord? Et on lui ajoute ce qu'on veut. Donc moi par exemple je veux un cookie qui se termine dans un an, admettons, donc 300, non, on va dire oui, on va dire un an, 365 jours. Donc on va les ajouter. Datetime, time delta, qui existe, et time delta va tout simplement prendre une durée. En argument on peut lui passer pas mal de choses, les nombres de jours, un nombre de secondes, un nombre voilà, de pas mal d'informations. Nous on va lui passer days, et on va mettre 365. Voilà. À partir de là, nous avons un format de durée, en fait, d'accord, d'expiration correcte. Maintenant, il ne s'agit plus que de la formater. Alors, je vais le mettre directement dedans. Expirations, c'est expirations. Donc, comme là, c'est une chaîne de caractères, en fait, et on va la formater. strftime, d'accord. Et ici, nous allons faire le formatage que l'on veut, d'accord. Alors, le pourcent, c'est A minuscule, je crois, c'est pour avoir le nom, les 3 lettres, en fait. Donc, en anglais, évidemment, on travaille avec des dates en anglais. Pour le jour, donc là ça va être Thursday, on aura normalement, donc ce genre de choses. Ensuite ça va être %, alors je vais peut-être me tromper, hein, parce que évidemment ça c'est toujours galère entre les langages, des fois il y a des différences, et c'est très souvent que je me gourre sur les formats de date, donc en général on se sert de la doc, hein, si jamais vous avez des oublis, servez-vous de la doc pour avoir la bonne valeur. Donc logiquement c'est DBY, et ensuite ça va être H, M, et pas I, hein, parce que pour PHP c'est HIS, mais là c'est HM. C'est pour ça que je dis faire attention, parce qu'entre les langages on a des formats des fois un peu bizarres, un peu différents. Logiquement ça doit passer, de toute façon je vais le voir, hein, je vais vite le voir si c'est pas bon. Et ici, bah regardez, j'ai juste à faire ça. Hop, maintenant que ma date est prête, et voilà. Donc plus pratique je trouve de faire ça plutôt que de mettre tout ça là-dedans, ça aurait alourdi l'écriture. Donc n'hésitez pas à utiliser des variables intermédiaires, évidemment, ça coûtera rien du tout, et ça permet de simplifier le code et de rendre les choses beaucoup plus faciles à modifier. Le jour où je modifie la date d'expiration, j'ai juste à changer ça, si je veux changer le nombre de jours. Donc j'ai pas besoin d'aller fouiller dans je sais pas où dans le code, vous pouvez le mettre vers le haut de votre code pour avoir une information de configuration, on peut même éventuellement l'exporter, ça, le nombre de jours, dans une autre variable, et comme ça ici on pourra passer carrément une variable à la place d'un nombre en brut, éventuellement, ce sera encore plus optimisé. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir charger, donc on va pouvoir générer en fait le cookie. Alors moi plutôt que de l'enregistrer tout de suite, on va afficher pour voir déjà s'il affiche la chaîne comme il faut. Donc je vais volontairement le faire après la génération de l'HTML. Donc print, et ici, on fait pas donc comme tout à l'heure le set cookie, on va simplement utiliser sur cookie la méthode output. Voilà, tout simplement, d'accord? C'est vraiment aussi simple que ça. On y va. Et là, logiquement, il va m'afficher une grande ligne, sauf si j'ai fait des erreurs. Alors, j'ai fait des erreurs apparemment. Quand vous avez ça, c'est qu'il y a une erreur au niveau du cookie. Donc, le meilleur moyen de voir, je me demande si c'est pas la date. Ça peut qu'être la date de toute façon. Non, c'est pas la date. Oh. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Peut-être le HTTP only. Pourtant, j'ai pas fait, il me semble pas avoir fait de bêtises. Ah si, pardon. Attendez, je crois que j'ai fait une... Non, bah non. On verra, mais je pense que c'est lui qui déconne. Non plus. Bah alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. J'ai mis le cookie. Choisi un nom, une valeur. Ensuite l'expiration, j'ai bien passé ça. Ça sert à rien de commenter, ça c'est juste des variables. Donc logiquement... on va pas lui poser de problème plus que ça. Ah si, bah oui, c'est bien ça, d'accord. Donc dans tous les cas, je vais corriger après l'erreur, je verrai bien où elle est. Cette cookie, vous voyez, il met bien effectivement
nom égale valeur, et le fameux, vous voyez, HTTP only, c'est bien ce que je disais, il met un H et un O en majuscule. Donc c'est bien pour montrer que là, on n'a pas marqué à la main, ça a été effectivement généré comme il faut, grâce au module de Python. Alors on va corriger cette petite erreur, parce que bon, ça m'embête un petit peu. Date time, point, est-ce que j'ai pas mis quelque part date quelque chose, enfin bref, un nom qui va pas. Expiration, date time now, date time delta, days, ça c'est bon. Ici, est-ce que j'ai mis le bon truc? %D, %B, %Y. C'est bien une majuscule, normalement. Ah oui, regardez ça. J'ai entouré le M de %. Voilà, ça vient de là. C'était lui. Ok. Donc vous voyez, des fois, il faut faire gaffe, hein, parce que même moi, ça m'arrive de faire des petites fautes de frappe, surtout quand on s'enregistre en vidéo. On fait plus d'erreurs. Voilà. Et là, vous voyez bien, expires, Friday, 26 April, donc vous voyez, ça marque bien ce que je disais, d'accord? Jour, mais le mois, par contre, 3 premières lettres, hein, c'est pas en chiffres, l'année et l'heure. Voilà, point virgule, etc. Donc maintenant qu'on a ça, là, pour moi, en tout cas, l'entête me paraît correcte, je vois pas d'erreur, on peut l'enregistrer. Donc le seul truc, bah, n'oubliez pas, c'est de générer le cookie avant HTML, tout le temps, d'accord? Ça, je le dis et je le répète, c'est super important. Et là, au lieu d'afficher cette petite ligne, il va l'enregistrer sur le navigateur. Voilà, donc rien ne s'affiche. Vous allez donc, pour Firefox en tout cas, après vous voyez en fonction de votre navigateur dans Options, Vie privée sécurité, supprimer des cookies spécifiques, du coup localhost, et là regardez, preflang est disponible ici. On voit que son contenu c'est bien FR, mon chemin j'ai rien mis de toute façon pour le domaine donc il prend à la racine, et regardez la date d'expiration, c'est bien ça, vendredi 26 avril 2019 à 14h57 et 36 secondes. Voilà pour le cookie. Donc c'est aussi simple que ça, d'accord? Vous pouvez sauvegarder des informations de cette manière, avec ce petit module, et évidemment travailler avec les dates. Hein. Je vous ai donné une petite astuce ici pour avoir une date bien formatée, et je suis content de ne pas avoir fait d'erreur, à part, bon je dis la petite faute de frappe avec le %, mais ça va, je me suis pas trompé par rapport à PHP, donc ça va. Ok. Donc ça c'était pour l'enregistrement, la création d'un cookie. Maintenant, si le cookie, nous voulons le lire, c'est-à-dire on a un cookie d'accord à récupérer, on veut le lire. Donc là, bon, il a été créé, alors je vais enlever tout ça, exceptionnellement. Alors normalement, il faudrait faire des conditions, c'est-à-dire vérifier que le cookie existe, s'il n'existe pas, vous le créez, sinon vous le lisez. Mais moi, pour simplifier le code, sinon on va avoir une vidéo beaucoup trop longue, je vais voilà, considérer que bon là, hop, c'est bon, il part du principe qu'il va pas en recréer un, puisque le cookie, vous avez vu qu'il est enregistré, je l'ai pas enlevé, donc j'enlève tout ça, et nous allons le lire, donc le récupérer. Donc je refais par défaut, donc voyez, on a ça. Je vais vérifier qu'il ne me l'a pas enlevé, parce que si évidemment il me l'enlève, je vais avoir du mal à lire un cookie qui n'existe plus. Ok. Et du coup, on va pouvoir le récupérer. Donc on va le récupérer à ce niveau-là. Voilà. Ici. D'où le fait que j'avais coupé, vous voyez, le HTML en deux. Comment que ça va se récupérer? Eh bien, d'une autre manière. Comme je vous ai expliqué qu'il y avait plusieurs systèmes plusieurs entêtes disponibles pour HTTP, nous avons également des variables d'environnement disponibles. Et il y en a une qui est importante pour les cookies, qui s'appelle HTTP_cookie. Tout en majuscule, bien évidemment. Cette variable d'environnement va enregistrer tous les cookies que vous avez au niveau du chemin où vous êtes. Donc moi, comme là, c'est à la racine, c'est-à-dire localhost, il va les récupérer, il va en fait avoir tous les cookies disponibles à localhost. Donc logiquement, si je fais print, alors pas de HTTP cookie, pardon, ça ne marchera pas, il faut la récupérer en tant que variable d'environnement, donc on va importer, donc je peux enlever ça d'ailleurs, OS, je peux même enlever ça, parce que là, vous allez voir qu'on a, pour la lecture d'un cookie qui existe déjà, on n'a évidemment pas besoin de simple, si on va avoir besoin peut-être, est-ce que je peux utiliser simple cookie? Oui, on va en avoir besoin, ça va être quand même beaucoup plus propre, donc on va le garder. Vous importez le module OS, qui permet donc de travailler sur tout ce qui est système d'exploitation, et nous allons récupérer la variable d'environnement ici. Le moyen de la récupérer, eh bien, c'est ça, c'est os.environ, alors oui, ça s'écrit environ parce que c'est de l'anglais, d'accord, et c'est comme ceci. Donc ça fonctionne comme un dictionnaire, et vous récupérez la variable d'environnement HTTP cookie. Donc logiquement, en faisant ça, d'accord, vous pouvez l'afficher. Alors le mieux, c'est évidemment, je le dis, de faire une vérification avant. Donc de voir est-ce que HTTP cookie existe dans os.environ. Parce que si vous essayez d'afficher quelque chose qui n'existe pas, vous aurez une erreur, donc c'est quand même bien, un minimum de vérifier les erreurs. Et là je vais mettre print HTTP cookie n'existe pas. Voilà. On y va. Et voilà ce qu'on a. Vous voyez, il récupère ça. Alors là, on a du bol parce qu'il n'y a qu'un seul cookie enregistré sur ce navigateur, d'accord? En tout cas, à localhost. Si, admettons, j'avais créé plein d'autres cookies sur mon domaine localhost, vous auriez vu
plein de cookies comme ça à la suite, qui auraient été séparés, d'accord, par des, notamment point virgule, espace, comme on l'a vu pour les entêtes. Donc, on va partir de ce principe, d'accord, qu'il y en a plusieurs, parce qu'on n'est pas sûr, voilà, qu'il n'y en aura qu'un seul, il faut avoir quelque chose de générique au terme de code. Donc on va devoir modifier en fait le code, donc extraire en fait les données proprement pour pouvoir les récupérer. Et comment ça va fonctionner? Et bah, de manière très très simple, en tout cas, grâce à l'utilisation de ce module-là. Alors moi, ce que je vais faire, je vais pas faire tout ça, on va faire un try except, d'accord, on va faire les choses proprement. Voilà. Dans le try, donc nous ce qu'on veut récupérer c'est la langue. Donc je vais l'appeler langue, tout simplement, non, user lang, voilà. Et on va récupérer ça proprement. On y va, on fait http://cookies.simpleCookie. Et là on va lui passer des valeurs. Ici il prend en entrée quelque chose, donc il prend en entrée éventuellement, pour le coup ici en tout cas on va pouvoir lui passer notre variable d'environnement pour récupérer ça. Donc n'oubliez pas, comme on fait dans un try, ici pas besoin de faire un if, puisque si ça marche pas, on aura une exception de levée. Donc os.environ, donc pour environment, http cookie, et voilà. Donc il essaye de récupérer ça, d'accord, directement, l'information, et qu'est-ce qu'on peut lui passer? Et on va l'afficher. Donc pour l'afficher, donc là il aura récupéré tous les cookies éventuels. Donc nous si on veut afficher celui qu'on attend, eh bien il suffit juste de le choisir par son nom, d'accord? Donc ça va être tout simplement le... comment il s'appelle? Ma variable, on va y arriver, userlang, voilà. Et ici il faut lui mettre le nom du cookie. Donc nous, rappelez-vous, il s'appelait... comment il s'appelait? Preflang, ouais c'est ça. Voilà. Et vous utilisez .value, d'accord, pour avoir la valeur de preflang. Donc logiquement, si ça a bien fonctionné, qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Il va m'envoyer fr, parce qu'on avait mis fr comme valeur. Et si ça n'a pas fonctionné, en cas d'exception, on va avoir deux exceptions possibles. La première c'est, donc faut pas oublier de mettre le chemin complet parce que moi je l'ai importé comme ça, cookie error, d'accord, c'est un type d'exception spécial concernant les cookies, ou éventuellement key error, voilà, l'une ou l'autre. Et du coup, bah, si on a une erreur, bah, après vous écoutez, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je vais mettre non trouvé. Voilà, on y va, on charge, et nous avons bien récupéré fr, d'accord. D'ailleurs on peut même faire ça plus proprement. La langue choisie par l'utilisateur et voilà, fr. Depuis le cookie, d'accord. Donc si, alors je sais pas si là on peut le modifier directement depuis, je vais voir, je sais pas s'il autorise. S'il autorise peut-être? Non, il autorise pas la modification. Dommage, je l'aurais bien modifié. Bref, si vous avez ce que je crois qu'il y a des extensions, enfin bref, il y a plein de moyens de modifier un cookie. Vous pouvez toujours vous amuser à changer ici la valeur de votre cookie. Comme ça, vous actualisez votre page et vous verrez que du coup, ça a bien actualisé ici au niveau du résultat. D'où le fait que j'avais dit au début de ne pas enregistrer des informations très importantes, comme par exemple des mots de passe ou des identifiants ou des trucs comme ça, d'accord? C'est pas fait pour ça du tout. Mais n'enregistrez pas un compte bancaire ou je ne sais quoi, ou un numéro de carte. Parce qu'évidemment, ça pourrait poser souci si il y a des gens qui achètent sur votre site. Donc, il faut faire vraiment très attention à ce que vous enregistrez en tant que cookie. En tout cas, voilà comment ça marche. Alors, si le cookie n'a pas été trouvé, bah regardez, on va faire le test aussi, bien sûr, de voir qu'on a bien le cas qui est géré. On va le supprimer, hop, on supprime tout, et là évidemment, on obtiendra un message comme quoi il était non trouvé. Et ça tombe bien parce que je voulais terminer en bonus pour cette vidéo pour gérer l'encodage, parce que vous vous rendez compte que apparemment les accents ne sont pas affichés. Et je vous l'avais pas dit avant parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler, mais les accents par défaut ne sont pas gérés. C'est-à-dire que si je fais... puisque je peux afficher ça. Ouais, on va faire ça. On va mettre P. Il était une fois, d'accord, hop, donc avec des accents. Je charge et vous voyez que les accents ne sont pas gérés. Pourtant, si vous regardez bien, mon document est en UTF-8, de toute façon c'est en UTF-8 au niveau de Python par défaut, et au niveau de la page HTML, je lui mets en UTF-8. Par contre, quel est le problème? C'est qu'au niveau de la fonction print, ici, elle va gérer un mode texte. Donc le mode texte, lui, c'est par rapport tout simplement à du texte. Donc il va pas prendre en compte, en tout cas pour HTML, l'encodage qu'on lui a donné ici. L'encodage sera bon concernant le HTML, mais il sera pas bon concernant du texte, notamment utilisé avec print. Donc je vais vous donner, alors il y a plusieurs moyens, d'accord, il existe je pense énormément de moyens de pouvoir spécifier un encodage correct pour l'utilisation de pages web en Python. Moi je vous donne le moyen que j'utilise en général et qui est le plus court à mon avis à utiliser en se servant du module de codec. Le module de codec, bah, c'est lui qui va concerner en fait tout ce qui touche à l'encodage et le décodage des informations. Et autant l'utiliser, ça va vous faire découvrir un nouveau module que vous pourrez éventuellement aller voir dans le détail via la documentation Python
pour modifier ça. Donc ce qu'on va faire, c'est import. Donc on va importer le module déjà de système 6 et on va importer, alors je sais qu'on peut les mettre avec des virgules encore une fois, mais je les mets moi tous à la ligne pour que vous voyez voilà qu'ils sont comme ceci, codex. Et à partir de là, donc le mieux c'est de le mettre dès le départ, comme ça vous êtes sûr d'avoir un bon encodage. Vous allez remodifier l'encodage pour la sortie standard, donc 6.stdout. Voilà. Et à partir de là, moi ce que je fais c'est codex getWriter. Donc je récupère en fait le descripteur pour l'écriture en sortie standard, en l'occurrence, en le spécifiant. Donc je vais lui mettre UTF-8. Alors là c'est une syntaxe un peu particulière, ça va peut-être vous faire bizarre, mais si vous comprenez pas, c'est pas bien grave de toute façon. Ici c'est des choses que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas un plus important que ça, d'accord, c'est juste de la syntaxe. Le truc c'est de bien comprendre ce que l'on fait, c'est-à-dire on récupère le descripteur et on modifie l'encodage de la sortie standard. Et comme print utilise la sortie standard, ça écrit sur stdout, d'accord, donc 6 en fait stdout, ça écrit là-dessus, même d'ailleurs vous aurez pu le modifier, on l'avait déjà montré je crois dans une des vidéos du cours, et bien ça tombe bien, on aura modifié l'encodage, que ce soit du HTML ou autre, puisque ça va fonctionner directement avec print, donc partout où il sera utilisé, on aura le changement de fait. Et là, du coup, on va le faire sur 6.stdout.detache, voilà, pour qu'il soit vraiment indépendant et qu'on puisse gérer ça correctement au niveau de l'encodage. Et là, normalement, j'actualise et nous avons l'encodage UTF-8 qui est bien géré, d'accord? Donc c'était juste ça le problème, c'était pas une question de document ou autre. D'ailleurs je rappelle une petite parenthèse, n'oubliez pas tout le temps d'avoir vos fichiers également enregistrés en UTF-8, parce que je reçois toujours plein de commentaires où il y a des gens qui n'arrivent pas à exécuter des programmes ou compiler quand c'est d'autres formations, et c'est toujours un souci comme ça, c'est que votre fichier n'est pas encodé lui en UTF-8. Pensez toujours, quand il faut travailler en UTF-8, tout doit être en UTF-8, que ce soit le langage, que ce soit la syntaxe, que ce soit les entêtes, que ce soit le fichier en lui-même, donc physiquement, et tout le reste. Si c'est une base de données, pareil, dans l'idéal, on la mettra en UTF-8 aussi. Voilà, donc tout doit être maximum en UTF-8 pour être sûr de ne pas avoir de problème, puisque comme ça vous pouvez gérer tout. C'est-à-dire que je peux écrire du texte en japonais, je peux écrire n'importe quelle langue, ça fonctionnerait tout de suite. Il suffirait juste de le taper dans le print, et ça fonctionnerait sans problème. Donc faites attention à ça. Et voilà, donc ça c'était la petite astuce de fin que vous pouvez éventuellement appliquer pour vos autres pages, hein, parce que là dernièrement on l'avait pas vu. Donc juste avec 6 codex, vous mettez juste cette petite ligne, d'accord, c'est vraiment tout très court, hein, parce qu'il existe sûrement des solutions autres pour changer ça en faisant des fonctions ou autres, mais moi il me semble ça me paraît mieux de procéder comme ça on est sûr qu'à chaque fois print va travailler directement en UTF-8. De toute façon je vois pas l'intérêt de travailler avec un autre encodage à l'heure qu'il est, donc autant travailler tout en UTF-8 une bonne fois pour toutes et au moins on est sûr. Donc avec cette ligne là, ça le fera, et puis maintenant vous avez appris à gérer des cookies, donc je vous ai montré comment en créer et comment les lire une fois qu'ils sont enregistrés. J'espère que cette vidéo vous a plu, il y avait encore beaucoup de choses à apprendre, c'est honnêtement pas une vidéo qui me semble évidente, le concept derrière les cookies, lui il est très simple, d'accord, c'est juste un fichier texte qui a une syntaxe à respecter, terminé, rien d'autre, pour que ce soit enregistré. Après, le niveau programmation, c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses, hein. On a vu je sais pas combien de modules déjà en plus, on a vu des modules standards de Python qui sont très très connus mais qu'on n'a pas forcément utilisé avant, donc ça fait pas mal de choses je pense à digérer, mais au moins ça vous sera utile, et puis comme ça vous avancez beaucoup plus loin. Encore une fois, nous on se contente pas des bases, on se contente pas de faire les choses au minimum et puis du coup vous vous débrouillez pour la suite, non, on va vraiment vachement loin. S'il y a un moindre problème après au niveau de nos pages, on essaie de le résoudre pour avoir quelque chose de fonctionnel. L'intérêt c'est ça. D'où le fait ici de vous avoir proposé l'encodage UTF-8 pour être sûr. Donc pas de problème aussi maintenant au niveau de vos accents, vous pourrez les gérer dans vos pages internet. Avec Python, il n'y aura aucun problème. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions, n'importe quoi, des remarques, des likes, des dislikes assez brefs, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, hein, toujours, je le dis pas tout le temps non plus, mais c'est très important, si vous utilisez Twitter, Facebook, ou même Google+, Snapchat, peu importe, partagez les vidéos, partagez le lien de la chaîne, partagez tout, partagez le Discord également, si vous n'êtes pas dessus, rejoignez-nous, on est quand même plus de 800 maintenant, au moment où je fais cette vidéo, et puis voilà, tout simplement, s'il y a pas mal d'autres abonnés qui pourront vous aider, répondre à vos questions, vous pouvez assister aux lives également que je fais régulièrement sur Twitch, d'ailleurs, donc j'espère, je compte sur vous pour être présent sur les lives régulièrement, pour faire évoluer la chaîne encore et encore, ça ne pourra apporter que du bon pour la suite de formation vidéo, et des autres projets que je fais également partout un peu sur internet. Voilà, donc merci à vous encore une fois, merci de votre fidélité, merci d'être présent, parce que c'est grâce à vous que les vidéos comme ça continuent d'avancer, qu'il y a plein de nouvelles formations qui vont arriver, parce que vous êtes là pour les voir, pour les regarder, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Formation Vidéo. À bientôt tout le monde, ciao.